Vous m'entendez? Bonjour Po. Donc pendant qu'Antoine se prépare la présentation, donc je vais me présenter, je suis Thierry Cross. Je suis développeur à la base et donc j'ai découvert cette agilité il y a un peu plus de 12 ans au travers de l'extreme programming. Et donc notre propos aujourd'hui est de vous présenter vraiment les bases de l'agilité, ce qu'est l'agilité, les méthodes principales agiles. Quels sont ceux qui connaissent par exemple déjà le manifeste agile? Levez pas tous le doigt parce que sinon je ne vais pas pouvoir compter. Non, non, sérieusement, il n'y a personne qui connaît le manifeste agile. Bon. Ah si, ok. D'accord. Si je vous dis agile comme ça vous fait penser à quoi? Sans trop connaître, bien sûr. Quels sont les mots qui viendraient comme ça? Agile. Scrum, oui, merci. Il y a quelqu'un qui est déjà dans le coup, là, quand même. Scrum, extreme programming. Comment? Singe. Ok, singe. Bon. Alors, en même temps, il y a une histoire qui est l'histoire des 100 singes dont on pourrait parler, mais... ok. Bon, écoutez, j'espère qu'à la fin de la présentation, il y aura un peu plus d'informations sur l'agilité. C'est bon, Antoine? Ok, à toi de jouer. Comment? Oui, ça y est, là, je me suis présenté un petit peu. Je peux le refaire. En venant en voiture, on se racontait des vannes sur Alzheimer, d'ailleurs, mais bon, c'est vrai en plus. Juste, est-ce qu'on retrouvera la présentation? On pourra te la donner sous forme de PDF et donc elle sera... Voilà, donc la présentation, les vidéos seront diffusées. C'est bon? À toi. Tu as mis sur on peut-être? Sur on. Il faut attendre 10 secondes, il a dit le monsieur. Alors, je dois vous avouer quelque chose. Mélissa, tout à l'heure, disait une présentation ludique. Bon, comme on est entre nous, et vous savez qu'en agilité, il y a quand même une valeur de transparence, c'est vrai qu'on imaginait au départ un jeu de rôle, vous voyez, qui se passait dans les années 2050, ça fait un truc un petit peu de fou quand même. Et puis voilà, quoi, on s'est dit, finalement, on va faire peut-être plus sobre, puisqu'il y a aussi une valeur, voilà, il y a une valeur de simplicité, donc voilà, je ne sais pas si ça va être si ludique que ça. Prends un micro comme ça. Je vais prendre un micro à main, parce que on avait un allumé tout à l'heure. Qui voulait me la péter avec un micro Allez. Ah, ça y est. Il faut juste maintenant que je pense à garder le micro près de ma bouche. Donc moi je suis Antoine Vernois, voilà, je suis un peu comme Thierry là, j'aide les gens à faire des logiciels mieux, plus efficacement et qui répondent mieux aux utilisateurs. Ah. Oui. Donc on va parler un peu d'agilité. Thierry, au fait, ça vient d'où l'agile? L'agile, ça vient d'où? Ça c'est une bonne question pour démarrer. Bon, il y a un premier slide qui est passé cascade, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de parler du cycle en V aussi. Alors, vous savez que dans les organisations, tout à l'heure, Monsieur Legrand a évoqué le cycle en V. Donc, le cycle en V, ça vous dit quelque chose, j'imagine? Oui. Ah, là, il y a un peu plus de... OK. Alors, le cycle en V, c'est bien joli, mais comme vous le précisiez, c'est pas si terrible que ça, hein, puisque avec ce fameux cycle en V, ce cycle en V, grosso modo, on pourrait dire que c'est du taylorisme appliqué au développement, c'est-à-dire qu'on a l'activité de spec, puis l'activité de conception qui s'enchaîne, etc. Alors ça peut être bien joli sur le papier, mais enfin, concrètement, ça ne marche pas. Hein, aujourd'hui, d'après vous, quel est le pourcentage de réussite des projets informatiques, de façon générale? Quand on fait des enquêtes, le pourcentage de réussite des projets, d'après vous, c'est quoi? C'est 10%, 20%? Combien? 20%. Voilà, 20-30%. Aujourd'hui, grosso modo, les enquêtes, on est autour d'un tiers. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème réellement structurel avec ce cycle en V. Ce cycle en V, pour la petite histoire, est basé sur, on pourrait dire, des valeurs ou des principes. Par exemple, un principe qui est qu'on est capable de faire une grosse spécification au début.
Bon, on est capable de faire une grosse conception, etc. Donc on va avoir beaucoup de problèmes. L'un des problèmes va être par exemple ce qu'on appelle l'effet tunnel, hein, puisque avec cette chose-là, c'est bien joli, mais enfin, on arrive à la fin, il faut vraiment attendre la fin pour avoir l'intégration. L'intégration qui va donc montrer éventuellement des problèmes d'intégration, mais qui va aussi autoriser les tests d'acceptation de l'utilisateur. Donc ça veut dire qu'il va falloir attendre vraiment longtemps avant d'avoir un feedback. Hein, voilà, donc tout ça, ce sont des problèmes dus au cycle en V. Oui, encore, tu parles de cycle en V, mais c'est quand on a de la chance et qu'il y a des gens qui ont fait un peu de théorie et qu'on essaye d'appliquer des méthodes. Parce que bien souvent, alors, soit dès le départ, soit à la fin du cycle en V, là, quand on s'aperçoit que ça ne marche pas, ça a fini plutôt en l'arrache, la méthode bien efficace. Et au développement, fait par des cow-boys, vous savez, les gens qui arrivent à la fin, qui font un peu des trucs dans leur coin, et puis ça donne l'impression de marcher. Ouais, ça tombe en marche. Tombe en marche, voilà, ça donne l'impression de marcher. Et en fait, ça ne marche pas. Hein. Et pourquoi ça ne marche pas? Alors, pourquoi ça ne marche pas? C'est une bonne question. Ça ne marche pas parce que probablement, donc ce cycle en V veut en quelque sorte modéliser les choses. C'est-à-dire que là, avec ce cycle en V, on croit que finalement, on est capable de modéliser, enfin de mettre en place un plan, donc un planning, un dossier de spécification, etc. Bon, et ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les choses sont peut-être un peu plus compliquées que ce qu'on veut bien croire, et donc il faut adopter plutôt une approche empirique. Voilà, donc c'est vrai qu'on aime bien cette citation. Il est normal d'adopter l'approche définie par un modèle quand les mécanismes sous-jacents par lesquels un processus opère sont relativement bien compris. Par contre, si le process est trop compliqué pour l'approche définie, alors l'approche empirique est le choix approprié. Voilà, donc on pourrait dire en première analyse qu'une approche agile, c'est une approche empirique. Hein, c'est-à-dire, en fait, on sait que ça va être un peu plus compliqué que prévu, on sait que ça va être un petit peu une aventure, cette chose-là, et donc on va démarrer une approche empirique. Alors attention, le terme empirique ne veut pas dire désordonné ou indiscipliné, c'est un petit peu tout le contraire. Hein, si je prends l'exemple d'une aventure, par exemple, vous partez, vous baladez, c'est quoi la montagne à côté ici? C'est les Pyrénées. Donc vous partez, vous baladez dans les Pyrénées. Ouais, je sais. Vous partez, vous baladez dans les Pyrénées ou vous partez faire de la plongée sous-marine. Donc vous voyez que là, en fait, dès qu'on part un petit peu à l'aventure comme ça, ça veut dire qu'on va faire le point régulièrement. Hein. Si on part se balader, on ne va pas attendre 3 jours pour faire le point. On va essayer d'obtenir ce qu'on appelle un feedback rapide. Donc partir à l'aventure ou être empirique, c'est ça, c'est mettre en place des règles très strictes. L'une des règles étant qu'on va s'adapter au fur et à mesure. Et donc ces approches empiriques, eh bien, ce dont je parle là, on est dans les années 90. Et dans les années 90, il y a cette prise de conscience qu'il faut plutôt adopter une approche empirique. Et oui, l'agilité, c'est pas un truc récent, même si ça fait que quelques années qu'on en parle et vraiment que 3-4 ans en France que ça commence à bouger pas mal. C'est un truc qui remonte. Hein. C'est début des années 90, dans le monde de l'informatique, début des années 90, c'est presque la préhistoire, où on commence le début de l'histoire, l'Antiquité. Et encore. D'où ça démarre? Ça démarre par plein d'expérimentations. Ouais. On ne parle pas d'agilité. Une histoire de préhistoire là, mais vas-y. Mais c'est-à-dire que c'est vieux. Ah, c'est vieux, voilà, d'accord. Ça fait que 20 ans, mais en fait, c'est super vieux en termes d'informatique. Bon. C'est pas grave, je t'expliquerai. Oui, voilà. Tant que tu veux. Je t'interromps pas, moi. Bref. Donc ça remonte au début des années 90. Avec des méthodes qui ne se sont pas appelées agiles tout de suite, ça c'est plus récent. Alors, au départ, on a appelé ça des méthodes légères parce que voilà, elles étaient plus souples, c'était pas les trucs un peu lourds, un peu rigides qu'on imposait. Les premières, on va dire, méthodes nommées ainsi, qui ont eu un nom à être sorties, c'est XP et Scrum. Alors, c'est pas des trucs qui sont arrivés, comme on pourrait croire, dans des petits milieux d'anarchistes du développement logiciel. Hein. C'est des choses qui sont arrivées dans des boîtes de taille assez importante, typiquement XP qui est probablement la méthode dont on va parler le plus, parce que c'est celle qu'on aime le plus, et qui a été la première à être connue. Et qui a été la première à être connue, hein, ça arrive
de grosses sociétés, donc en l'occurrence c'était les services informatiques de chez Chrysler, et qui arrivent en opposition justement à tous ces problèmes de rigidité qui commençaient à venir des processus. Les processus étant le plus lourd, on est arrivé à du management qui est venu essayer de rigidifier encore plus, hein, évidemment, quand on n'arrive plus à maîtriser le processus, le moyen le plus rapide, c'est d'essayer de mettre des gens qui vont contrôler le processus, et de plus en plus de gens qui contrôlent les processus. Et on arrive sur des sociétés dilbertesques, si on peut dire comme ça. Et oui, dilbertesque, oui. Oui, le principe de Dilbert, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce principe de Peter? Principe de Dilbert, oui. Alors là, on est vraiment aux origines de l'agilité. L'agilité, au départ, c'est, si vous voulez, des développeurs qui veulent justement bien développer et qui veulent travailler directement avec un utilisateur pour faire de bons logiciels. Voilà, c'est ça l'agilité. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette volonté en particulier de s'affranchir de ces sociétés dilbertesques. Donc, le principe de Peter, on le connaît tous, tout employé tend à s'élever à son niveau d'incompétence. Et donc, comme dit Scott Adams, le principe de Dilbert est le principe de Peter aggravé. Les gens les moins compétents sont systématiquement affectés au poste où ils risquent de causer le moins de dégâts, c'est-à-dire ceux de manager. Donc vous voyez, bon, il y a un côté un petit peu comme ça alternatif à l'époque de l'agilité qui consiste à dire, bon, le développement, c'est quelque chose qui nous plaît, on a envie de développer, donc travaillons directement avec des développeurs. Alors on va voir que, bien sûr, il a fallu organiser un petit peu toutes ces choses. Et donc on en arrive en 2001 au manifeste. Donc il y a ces méthodes légères qui commencent un peu partout, dans des petits endroits, oui, de façon spontanée à s'organiser, à se mettre en place, à démarrer. Et puis en février 2001, tous ces gens, ils sont 17 si je me souviens bien, se réunissent dans un endroit, dans une petite station de ski, on s'en fiche un peu. Et surtout, c'est... le ski à Pau, tu t'en fiches toi. Ouais, bon. Moi je fais pas de ski. Donc, je fais pas de ski. Ça aurait pu être à Pau, ou pas très loin, si ça n'avait pas été aux États-Unis. Donc dans une petite station de ski, ils se réunissent, et au bout de quelques jours, hein, ça sort en 2-3 jours, un week-end, voilà. Ces 17 personnes sortent ce qu'ils vont appeler le manifeste agile, c'est-à-dire ils vont, de toutes leurs expérimentations de processus légers, ils ont essayé d'en sortir la synthèse. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui en ressort le plus? Qu'est-ce qui va diriger un peu... Le tronc commun, quoi, tu veux dire. Exactement. Tu me l'enlèves. Et donc il en sort le manifeste, alors que je n'ai pas traduit. Il y a une super traduction qui a été faite par le CARA à Lyon, officiel, que vous trouverez sur agilemanifesto.org/fr ou un truc comme ça. Donc le manifeste, il est super simple. Le manifeste agile, il est composé de 4 valeurs et 12 principes. Les 4 valeurs, c'est celles qui sont écrites en plein milieu de l'écran, là. Donc je vais les reprendre rapidement. La première, c'est individus et leurs interactions passent avant les outils et les processus. Et vous remarquerez que dans ma phrase, ce n'est pas à la place d'eux, mais on va dire que les interactions et les individus ont plus de valeur que les processus et les outils. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus avoir ni de processus et d'outils et que on oublie, on fait non, parce que ça c'est l'arrache, hein. Allez, on fait n'importe quoi. Non, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner plus de valeur aux individus et à leurs interactions. Donc il y a toujours 2 parties, il y en a une qui a plus de valeur, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie l'autre. Sinon, ça n'aurait pas de suite, parce qu'on va parler de processus dans presque tout le reste de la présentation. Donc, bref, on ne serait pas très cohérent. La deuxième valeur, et c'est celle qui, probablement pour les utilisateurs, change énormément de choses, c'est des logiciels qui fonctionnent avant une documentation complète. On l'a vu dans les cycles en V, la première moitié du projet, c'est de la doc qui décrit ce que va faire le logiciel. Mais le logiciel, il ne le fait pas encore, on n'en est encore qu'à faire la doc. Là, on va se dire, et si on essayait de mettre un peu les choses dans le bon ordre, et si ce que nous, on est en train de faire, c'est des projets logiciels, donc on va plutôt essayer de produire des logiciels qui fonctionnent, les documenter ensuite, ou faire la documentation, juste la documentation nécessaire pour faire ces logiciels qui fonctionnent. Passer 6 mois de son projet d'1 an à faire de la doc, c'est dommage, parce qu'au bout de 6 mois, on n'a toujours pas de projet. Et tous ceux qui bossent ou ont vu un jour une grosse entreprise savent que
Les budgets, on ne les a pas sur un an, on les a plutôt 3 mois dans les grandes chances, 6 mois quand on est un peu chanceux. On a vraiment du bonheur. Donc, faire des logiciels qui fonctionnent. Faire des logiciels qui fonctionnent tout seul, dans son coin de petit fabricant de logiciels, c'est pas très utile, parce que ces logiciels, en général, c'est pas celui qui les développe qui va s'en servir le premier. Ça arrive, mais c'est pas le cas le cas principal. Donc la troisième valeur va venir dans ce sens-là. La collaboration avec les clients, avec ceux qui vous ont demandé les logiciels et ceux qui vont s'en servir, plutôt que définir des contrats. C'est toujours cette idée que sur un an de projet, notre projet il va évoluer, les besoins des utilisateurs vont changer, les besoins des clients vont changer, ils n'auront pas forcément besoin de la même chose. Si on a tout figé dans un contrat initial, avec la doc qu'on a passé 6 mois à écrire avant, vous me ferez un logiciel qui fait tout ça, et puis par contrat, elle doit tout faire. Et ouais, mais si le besoin change, on aura un logiciel qui fait tout ce qu'on a demandé, mais pas ce qu'on veut. Donc faisons de la même façon des choses plus légères, plus régulières, voyons-nous ensemble, collaborons plutôt que de sous-traiter, simplement. Hop, vas-y, je te file mon paquet, et puis je reviens plus tard pour voir ce qui ça se passe. Travaillons régulièrement. Et dans la continuité, vous voyez, tout ça, ça se superpose, ça se chevauche un peu. La dernière, c'est répondre aux changements, plutôt que de suivre un plan. Les plans, les contrats, la documentation, tout ça, c'est un peu fixé. C'est un peu la même chose, donc de la même façon, plutôt que de dire, OK, à telle date, on aura telle partie du logiciel, et puis à telle date, on aura... Non, soyons souples. Alors, évidemment, quand je parle de date, c'est à 6 mois ou à 1 an. On n'est pas capable de prévoir aussi longtemps, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Le développement logiciel et le monde dans lequel il évolue bouge beaucoup, et soumis à beaucoup de... Alors, soit d'intempéries, soit au contraire de super calme, magnifique, et hop, il y a plein de nouveaux outils qui arrivent, qui nous facilitent la vie, et puis des fois, on voit que plus tard qu'en fait, non. Et donc, ça fluctue, ça change. Donc, si on essaye de tout figer, et ensuite de rattraper notre retard, on passe notre temps à courir derrière des deadlines qu'on a déjà franchis. Essayons d'être un peu plus souples, et d'avancer, de naviguer à vue. Avançons. Avançons. Ouais, je parle trop, tu vois, je t'avais dit. Ok. Et donc voilà, donc ça c'est les 4 valeurs principales, les individus, les logiciels qui fonctionnent, la collaboration avec les clients et la réponse au changement. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas de valeur au reste. C'est-à-dire qu'on va privilégier la partie de gauche plutôt que celle qui est à droite. Ça se décline également en 12 principes. Là, je vais laisser Thierry en parler. Ouais, alors les 12 principes, c'est un petit peu rébarbatif, mais enfin là, on est vraiment au cœur de l'agilité, parce que si vous voulez, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'agilité? Donc, on a la chance d'avoir cette définition historique. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, elle a le mérite d'exister. Alors, quand on parle d'approche empirique et de principes agiles, plutôt que d'une litanie de principes, on pourrait les résumer de cette façon. Il y a vraiment un axe qui est centré importance métier ou valeur métier. Pour la petite histoire, c'est ce qu'on trouve aussi dans le Lean. Vous voyez que ça suppose un changement dans les organisations, parce qu'aujourd'hui, les organisations, elles sont plutôt centrées actionnaires. Donc là, l'idée, c'est plutôt de se centrer utilisateur. Donc ça veut dire qu'on va travailler sur la valeur ajoutée des pratiques, par exemple, et puis on va travailler sur, évidemment, l'intérêt pour un utilisateur de telle ou telle caractéristique du produit. L'autre axe tout à fait important, c'est ce qu'on appelle l'autosimilarité de feedback concret et rapide. Autosimilarité, c'est un terme super simple qui veut dire que c'est un petit peu partout de différentes façons. Donc ça veut dire qu'on va vraiment s'efforcer d'obtenir du feedback, on va y revenir juste après, pour vérifier que ça marche bien, pour vérifier qu'on n'a pas dévié. Donc c'est un peu l'aspect empirique que j'évoquais déjà tout à l'heure. Un axe très fort de l'agilité, c'est l'amélioration continue. Si j'arrive en disant, moi ça y est, en fait, je sais ce que c'est l'agilité, donc je sais ce que c'est le développement, je sais ce que c'est mon produit. Là, on n'est pas très agile parce que derrière l'agilité, il y a sous-jacente cette position, disons, de l'apprenti en quelque sorte, qui est que, il y a un côté un petit peu espoir qui est que demain, on saura mieux faire qu'aujourd'hui, on pourrait le dire comme ça. Et puis, un quatrième axe qui est très très fort, qui est l'axe donc de l'auto-organisation de l'équipe.
l'auto-organisation de l'équipe. Donc là, vous voyez, en termes de changement, ça signifie aussi que petit à petit, là on parle un petit peu d'agilité aboutie en quelque sorte, petit à petit, le management doit passer d'un mode de commande-contrôle à un mode plus connect and collaborate. C'est-à-dire que le rôle du management, il va changer. Le rôle du management, il va être plutôt en termes de faciliter les choses pour les personnes. Et donc cette agilité, concrètement pour l'équipe, se traduit en deux choses. Plus de responsabilité, c'est clair, mais aussi plus d'hédonisme. Comme je disais tout à l'heure, l'agilité s'adresse à des personnes, alors pour le coup là c'est du logiciel, l'agilité s'adresse à des personnes qui aiment faire du logiciel, qui aiment participer. Et donc la question c'est comment on prend plus de plaisir à faire ça. Par exemple, on a découvert il y a un petit moment maintenant dans la communauté agile que pour apprendre c'est bien de s'amuser. C'est ce qu'on appelle les innovation games. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des événements type Agile Games parce que on constate qu'on apprend bien lorsqu'on s'amuse. Du coup, on met en place des pratiques comme ça. Voilà pour l'hédonisme. Il me semble qu'on a un slide sur l'auto-organisation parce qu'on va même un petit peu plus loin. L'idée, c'est de dire que les meilleures spécifications, conception, architecture émergent d'équipes auto-organisées. Bon, là, on est vraiment au cœur de l'agilité. Il faudrait vraiment, d'ailleurs, ça vaudrait le coup de s'interroger un peu plus longtemps sur ce que signifie vraiment ce principe. Mais donc, on travaille beaucoup sur l'auto-organisation. Une question qui va se poser d'ailleurs juste en 30 secondes, c'est l'agilité à l'échelle. C'est-à-dire qu'au niveau d'une équipe, ça marche très bien. Maintenant, comment ça se passe quand on passe à l'échelle? Et quand on passe à l'échelle, c'est-à-dire au niveau d'une organisation, ça veut peut-être dire qu'il faut revoir la gouvernance de l'organisation et peut-être imaginer mettre en place d'autres systèmes de gouvernance. Je pense en particulier à des systèmes de gouvernance dynamique, type la sociocratie, pour effectivement rendre les choses un petit peu plus, libres, de telle façon que les personnes aient vraiment l'air de participer. Voilà, donc peut-être Antoine, tu voulais revenir sur le feedback? Oui, alors j'ai pris de l'avance parce que j'en ai déjà parlé plein tout à l'heure, mais oui. Je vais en mettre une couche parce que c'est super important. Remets-en une couche, allons-y. Puis je vais en mettre une couche sur tout, c'est-à-dire que... Mais rapide la couche, tu vois, tu vois ce que je veux dire. On a le temps. Vas-y. Oui, donc feedback rapide. Pour que l'auto-organisation marche, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas. C'est quelque chose qui va se faire par succession. On va essayer des choses, on va regarder comment ça se passe. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on va essayer autre chose. Et puis, on va s'améliorer. C'est-à-dire que dans un projet agile, on va avoir du feedback surtout sur la façon de s'organiser, sur le produit, sur en fait à peu près tout. Et c'est vraiment une grosse rupture par rapport au projet classique, où que ce soit sur l'organisation, ou bien souvent dans un projet classique, on a une réunion post-mortem, là où on essaye de tirer plein de conclusions qu'on ne suit jamais, parce que en fait, ce n'est pas les mêmes qui font les projets suivants, donc en général, ces infos-là sont perdues. Dans un projet agile, on va avoir des cycles de feedback qui vont être très très courts, et donc tout au long du produit, et donc du feedback donc sur la façon de s'organiser, mais aussi sur le produit. Et c'est aussi des gros changements, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un logiciel qui fonctionne à la fin, on va avoir un logiciel qui fonctionne presque tout le temps, qu'on va pouvoir mettre en prod. Ça représente quoi tous tes jalons là? Les petits jalons, c'est les moments où on a du feedback en fait. Hop, la grande barre noire, c'est le temps du projet. Donc dans un projet classique, on a juste du feedback au début, c'est le recueil des besoins, on va voir les utilisateurs, et puis on leur demande « qu'est-ce que vous voulez ?» Là, ils vous donnent plein d'infos. Et puis je vous en avais à la fin, c'est bien ce que vous voulez? Non, tant pis, c'est trop tard, le projet est fini. Dans un projet agile, on va voir les utilisateurs, hop, on leur demande leurs besoins au départ, et puis dès qu'on a franchi une petite étape, alors ça vous va? Oui, non, on peut changer de direction parce qu'on a toujours un logiciel qui fonctionne à leur montrer, et on va pouvoir leur montrer les changements au fur et à mesure. D'accord. Juste un truc intéressant aussi, c'est que donc, si je comprends bien en bas, à chaque fois, ce sont des mises en exploitation du logiciel. Exactement. Bon, alors, il y a l'aspect feedback, et puis, quand même, pour la petite histoire, il y a aussi l'aspect retour sur investissement. Puisque ça veut dire qu'à partir du moment où on met en prod, on commence à avoir un retour sur investissement. Je dis ça parce que vous avez des business models qui sont basés là-dessus, en particulier dans le jeu. On met en prod rapidement une première version du jeu pour pouvoir récupérer du cashback, pour pouvoir donc financer les autres versions. Voilà. Et concrètement, tout ça, comment ça se passe? Tiens, extreme programming. C'est un truc de malade. L'extreme programming. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Antoine. On va beaucoup parler de Scrum, de Lean aussi.
Quelques mots sur l'extreme programming. Pourquoi l'extreme programming? Ben parce que c'est la première méthode agile qui est réellement apparue. Donc là, on est en 99. La finalité de l'extreme programming, ben, c'est ce que vous avez ici, l'émancipation du développeur. Parce que vous savez que si vous êtes dans le monde du logiciel, le métier de développeur, aujourd'hui, de façon générale, le métier de l'ingénieur est pas mal dévalorisé hein, par rapport aux années 60-70. Et ne parlons pas du métier d'ingénieur-développeur. Hein. Quelle est socialement l'importance ou la reconnaissance d'un ingénieur-développeur par rapport à un ingénieur ponts et chaussées, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment cette volonté dans l'extreme programming de revaloriser le métier de développeur, de dire c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier à part entière. Alors, à partir de là, extreme programming, bon, pour ceux qui ont fait du Lean, ben, vous allez être en terrain connu parce que l'extreme programming, c'est du Lean appliqué au logiciel. En clair, extreme programming, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se focaliser sur les activités dites de programming, donc de programmation, mais concrètement, les activités de programmation, ce sont les activités qui apportent réellement de la valeur au produit. Hein. Donc, l'extreme programming, en fait, veut simplement dire on se focalise et on pousse à fond les valeurs qui ont réellement un intérêt. Par exemple, programmer, bien sûr, mais aussi une relecture de code, etc., etc. Et donc, on va travailler beaucoup sur la conception, c'est la conception émergente et ainsi de suite. Alors, l'extreme programming, donc, dans cet effort de travailler directement, vous vous souvenez de la valeur, hein, travailler directement avec les utilisateurs plutôt que la négociation contractuelle. Donc, on s'est posé la question, quelle est la meilleure façon pour un utilisateur d'exprimer ses besoins? Donc, la meilleure façon qu'on a trouvée, c'était encore que l'utilisateur raconte des histoires d'utilisation et donc c'est ce que sont devenues ces fameuses user stories. Les user stories, ce sont des histoires d'utilisation. Alors, attention à une chose, les user stories, pour ceux qui connaissent, hein, vous avez la carte c'est juste le titre de l'histoire. Ensuite, l'histoire elle-même, elle est effectivement racontée aux utilisateurs, c'est tout le dialogue, hein, puisqu'on travaille beaucoup sur la communication orale, c'est tout le dialogue entre les deux, conversation, et au passage, confirmation, c'est-à-dire le fait d'écrire des tests d'acceptation qui viennent aussi, en quelque sorte, donner corps à l'expression de besoin. Donc, vous voyez déjà là une sacrée différence entre une approche classique basée sur une liste d'exigences ou des spécifications, et puis une approche agile, où on va écrire un certain nombre de choses, mais on va surtout beaucoup travailler sur la communication. La communication qui est d'ailleurs une valeur de l'extreme programming. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de valeur. Je voudrais juste prendre un exemple concret pour comprendre ce qu'est vraiment une valeur. Les valeurs, elles se révèlent vraiment quand on a des problèmes. Hein, c'est-à-dire quand tout va bien, on peut un petit peu se raconter n'importe quoi. Mais quand un problème survient, là, les vraies valeurs, hein, les vraies croyances apparaissent. Quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Il y a une première solution qui est de revenir ou d'accentuer un effet process. Accentuer un effet process, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais rajouter un contrôle, je vais rajouter un document de vérification, etc. Une autre valeur, donc, qui est une valeur de l'extreme programming, mais qu'on retrouve dans l'agilité, c'est la valeur de communication. C'est-à-dire que si on rencontre un problème, on se réunit, on discute du problème, et puis on essaie de trouver une solution, par exemple en appliquant des techniques type les 5 why ou Ishikawa ou des choses comme ça. Hein. Vous voyez, donc c'est ça une valeur. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'éthéré ou de gazeux, c'est quelque chose plutôt de viscéral, disons. Voilà, donc les valeurs d'XP, communication, feedback, simplicité, courage. Respect. Donc, vous voyez, en fait, ça veut dire concrètement, dans les différents événements que l'on vit dans un projet, en termes de planification, de conception, eh bien, on va miser plutôt sur la simplicité et sur l'aspect émergent des choses. C'est ce que vous retrouverez tout à l'heure avec la présentation TDD, qui est de la conception exprimée en test, de conception émergente exprimée en test, mais je n'insiste pas là-dessus, avec d'autres pratiques emblématiques de l'extreme programming, qui d'ailleurs aujourd'hui correspondent à peu près à la vision que l'on a de l'extreme programming, comme l'intégration continue, ou bien le déploiement quotidien, dans la mesure bien sûr où c'est possible. Voilà pour l'extreme programming, mais il existe, il paraît, une autre méthode qui s'appelle Scrum. Un quart d'heure? Ouais, c'est bon. Un quart d'heure pour parler de Scrum, de Lean Software Development et de Kanban. Tranquille. Si tu le dis. Donc oui, on va parler de Scrum parce que même si XP, il y a tout dedans. Voilà. C'est pas la méthode qui est la plus connue, c'est pas celle qui a vraiment suscité l'adoption de l'agilité ou été le vecteur de l'agilité. Je veux dire qu'on n'a pas de business model derrière XP. Bref. Tu dis pas ça.
Il y en a qui disent que Scrum, c'est le pédilivre de l'agilité. C'est pour commencer c'est vrai. mettre les pieds dedans, pour pouvoir commencer à baigner. Alors, c'est quoi Scrum? Donc, Scrum, c'est tout un process. Si vous avez compris le dessin qui est là, vous avez tout compris. Bon, si c'était aussi simple, ça serait cool. Voilà, je vous laisse réfléchir 5 minutes, et puis après, Non, Scrum, c'est très simple. On a dit les trucs, voilà, c'est l'empirisme, c'est vraiment un processus qui a été créé pour essayer de maîtriser les processus chaotiques, les choses trop grosses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et même si ce n'est pas quelque chose de français, ils ont pris un principe très cartésien, qui est de dire que quand on a un gros truc qu'on n'arrive pas à comprendre, eh ben, on va le couper en petits bouts. Hein, ce n'est pas le diviser pour régner de Descartes, c'est plus un diviser pour maîtriser, pour pouvoir comprendre. Et on va faire ça sur tout. On va tout prendre, les gros trucs, et puis on va les couper en petits bouts qu'on sait appréhender. Puis évidemment, on ne va pas couper de façon totalement stupide et rigide, on va couper de façon à pouvoir se reprendre. Alors qu'est-ce qu'on va couper? La première chose qu'on va couper, c'est notre produit. Plutôt que voilà, de l'appréhender, voilà, je veux un logiciel qui fait ça, bonjour, au revoir. On va le découper en petites fonctionnalités qu'on va essayer de faire les plus petites possibles, de l'ordre en termes de développement quelques jours, hein, c'est bien. C'est un peu là qu'on trouve des user stories. Non, c'est pas ça l'idée. Non, absolument, c'est tout à fait ça, c'est ce qu'on va appeler des user stories. Des choses qui vont apporter de la valeur à l'utilisateur, hein, on retrouve bien les mêmes fondements de XP. On va faire des choses qui apportent de la valeur. Et puis les choses qui n'apportent pas de valeur, on va essayer de les réduire au minimum, d'en faire le strict nécessaire. Donc on va découper notre produit. On ne va pas le découper bêtement, on va le découper de façon ordonnée. C'est-à-dire qu'on va essayer de prioriser et de commencer par faire les choses qui apportent le plus de valeur ou qui en font perdre le moins. Des fois, il y a un peu... Ce qui va nous permettre régulièrement d'avoir un produit qui fonctionne et sur lequel on va pouvoir du retour, du feedback. Quand je dis régulièrement, c'est parce qu'après avoir découpé notre produit, on va aussi découper le temps. Et plutôt que de dire, eh ben, on a un projet qui va durer 1 an, on va plutôt essayer de voir le temps comme un ensemble de petites boîtes qui se succèdent, ce qu'on va appeler des itérations. Et donc on prend notre temps, on va le découper par exemple notre année en 26 itérations de 2 semaines, par exemple. Et on va se concentrer sur comprendre ce qui se passe sur ces... Je parle un peu des sprints là, de Scrum en fait. Oui, c'est vrai que je n'utilise pas forcément le vocabulaire. On va parler de sprint, effectivement. Donc les itérations, les sprints en Scrum. Et là, par contre, c'est des petits éléments de temps. Donc on peut essayer de comprendre et de planifier relativement efficacement et sans se planter, sans trop d'erreurs, ce qui va se passer. Et donc, on va faire ça. Donc, chaque début de boîte de temps, de sprint, on va se réunir, hein, donc l'équipe de développeurs et puis le product owner, je vais juste voir après, parler après de qui c'est. On va se réunir pour justement définir qu'est-ce qu'on va faire dans ces 15 jours. On va établir notre plan sur ces 15 jours. Hein. Je dis 15 jours, ça peut être 1 semaine, 3 semaines, ça dépend des équipes, des produits et des gens qui le font. Et puis on y va. Allez, on y va. Et puis au bout de 15 jours, évidemment, au bout de 15 jours, on regarde ce qui se passe. Évidemment, on n'a pas fait un début et une fin aussi brutalement que ça, sinon on retombe dans les effets tunnels du cycle en V. On a un début, une fin, et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Non, tous les jours, l'équipe va se réunir pour voir justement qu'est-ce qu'on a fait, quels sont nos obstacles, est-ce qu'on a eu des retards ou est-ce qu'on est bien, est-ce que nos plans sont tenus. Et puis si on s'aperçoit que ce n'est pas possible, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour changer nos plans, soit pour tenir nos objectifs, soit pour changer nos objectifs. Donc c'est encore ce feedback. Donc on a un feedback avec les utilisateurs qui est de l'ordre de l'itération, et on a un feedback entre les développeurs, hein, quelque part sur le process et sur ce qu'on est en train de faire, qui est de l'ordre de la journée. Et évidemment, c'est la mythique réunion de Scrum, hein, dont tout le monde a entendu parler, le fameux Daily Scrum, les Scrum Meetings, qui sont des réunions très courtes qui se tiennent debout, justement pour éviter, dès qu'on s'installe sur des chaises et qu'on s'assoit et qu'on sort des cahiers, ça prend des plombes. Non, là, l'objectif, c'est vraiment d'être efficace et que ça soit une réunion qui apporte de la valeur, et uniquement ça. Et puis, en fin d'itération, si on a bien réussi notre coup, si on a tous bien travaillé, on a un produit qui fonctionne, qui apporte de la valeur ajoutée et qu'on va pouvoir mettre en production, qu'on va pouvoir montrer à l'utilisateur et avoir du feedback sur le produit.
Et normalement, j'ai à peu près fait le tour du petit dessin. Donc je vous ai dit, dans Scrum, c'est relativement cadré. Alors, on ne l'a pas trop parlé, mais dans XP, il y a exactement plus ou moins la même chose. Dans Scrum, il y a 3 rôles bien précis, chacun avec sa propre responsabilité, mais ça ne veut pas dire qu'on est tout seul pour décider, on est tous les uns avec les autres. Les 3 rôles, ils sont très simples. Le premier, c'est le Product Owner. Le Product Owner, son job, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire ce que va faire l'application en termes fonctionnels. Les fameuses user stories, il va nous raconter ce que l'utilisateur final veut voir dans son produit. C'est la première partie de son job. L'autre partie de son job, c'est de prioriser, justement, de savoir quantifier, ou de se faire aider pour pouvoir le définir, la valeur que va apporter ces user stories au produit, pour faire en sorte que les user stories qui apportent le plus de valeur soient faites le plus tôt dans la vie du projet, afin d'avoir le plus de feedback et le plus de retours. Et puis aussi pour pouvoir maximiser le ROI dont on pouvait parler, si ça se trouve. On avait prévu plein de fonctionnalités, hein, mais pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de se confronter à des vrais utilisateurs, souvent ils ont plein d'idées un peu ouais, il nous faudrait ça, et puis ça, et puis ça, et puis en fait, oui, effectivement, il le faudrait, mais entre le coût que ça coûte et ce que tu vas vraiment t'en servir une fois tous les 4 ans, peut-être que c'est pas la peine. Et donc, le Product Owner va aussi être là pour trancher et dire non, ben ça, on le fera plus tard, le jour où on n'aura plus rien à faire. Ouais, vraiment cette histoire de priorisation. On a l'équipe de dev. Bon, ben voilà. Par développeur, on entend toute personne qui concrètement agit pour fabriquer le logiciel. C'est-à-dire qu'il y a les développeurs, ceux qui codent, mais il n'y a pas que eux. Dans l'équipe de développement Scrum, c'est une équipe intégrée avec toutes les compétences. Si on a besoin d'un spécialiste en base de données, il fait partie de l'équipe et il va vivre au quotidien de l'équipe. On va éviter les cow-boys, justement. L'architecte, quoi, tu veux dire. Je n'osais pas le dire. On va éviter les gens qui arrivent. Hop là, bonjour, je suis le grand spécialiste, je fais mon tap et hop là, je m'en vais. Non, on va essayer de faire en sorte que toute l'équipe garde toutes les compétences du produit et du projet tout au long de sa vie. Tout simplement parce que le Uber spécialiste qui arrive, voilà votre architecture pour vos 4 ans à venir, mais on ne sait pas encore ce que le produit va faire dans 4 ans. Non, donc effectivement, il faut que tout puisse évoluer, avoir le feedback et puisse évoluer en permanence. Ça inclut aussi les testeurs pour la qualification. Hein. On l'a dit, normalement, à la fin d'une itération, le produit va en prod. Pour qu'il aille en prod, ben, il faut qu'il soit testé, il faut qu'il marche et qu'on ait la garantie qu'il marche. Donc il y a tout un tas de mécanismes. Hein. XP les définit très bien sur l'intégration continue, les tests automatisés. Peut-être que Mickaël en parlera vaguement, au moins sur les tests. Qui nous assurent des sécurités qui permettent aux développeurs de travailler en toute confiance. Et puis il y a un dernier rôle, c'est un peu l'huile qu'on va mettre dans l'égout, c'est le Scrum Master. Son job, c'est de faire en sorte que tout ça, ça soit fluide et que ça glisse, c'est-à-dire aider, trouver les choses qui ralentissent l'équipe, si l'équipe n'est pas par elle-même capable de les exprimer, et puis lever les obstacles. C'est le chef de projet. Hein. Ah non, bah non, parce que c'est pas un chef, c'est pas lui. Un chef, c'est quelqu'un qui vient vous voir et qui veut dire, toi, tu vas faire ça. On est dans une équipe de développement Scrum agile, on est dans une équipe auto-organisée. On a du travail à faire. Nous sommes responsables et responsabilisés sur notre travail. C'est à nous de décider ce qui est le mieux. Le Scrum Master ne va pas du tout avoir ce rôle du « toi, tu fais ça ». Eh là, ça ne marche pas, c'est pas ça. Non, il va plutôt essayer d'aller voir les gens, discuter avec eux pour trouver les problèmes et trouver des solutions. Et en général, ce n'est pas en imposant des trucs qu'on fluidifie et qu'on améliore la communication. C'est facilitateur, quoi, tu veux dire. Je l'ai dit. Et puis voilà, et tout comme comme XP, alors, Scrum repose sur des piliers, on pourrait appeler ça des valeurs aussi un peu. Ces piliers fondamentaux sont au nombre de 3. Donc il y a la transparence. Dans Scrum, on va tout rendre visible, globalement, à tout le monde. C'est fini le temps où ouais, non, mais ça, ouais, ça marche, mais en fait pas trop, mais on va dire que oui. Ça marche pas, c'est pas grave. On va le rendre visible, on va essayer d'être honnête. Cette transparence et l'affichage de la réalité
va nous permettre de mener des inspections, c'est-à-dire l'équipe, et pareil, hein, pas un chef derrière qui regarde les tableaux et qui dit « oh, c'est pas bien, là, va falloir l'améliorer », mais bien l'équipe va pouvoir prendre ses propres éléments qu'elle expose et essayer de réfléchir sur comment est-ce qu'elle va mieux travailler. En général, ça se fait en fin d'itération avec la rétrospective. Et puis on arrive justement, une fois qu'on aura inspecté et analysé un peu ce qu'on est capable de faire, on va pouvoir adapter et améliorer notre façon de faire au prochain tour. Donc en général, ce rythme d'inspection-adaptation est sur le rythme de l'itération, donc tous les 15 jours. On est très loin d'un cycle pondu par un groupement architecte et urbanisme qui donne une mise à jour tous les 2 ans. Et on en connaît. Et bien voilà. Scrum, vous voyez, rapide, facile. Lean Software Development. Tout à l'heure, just in time, tout à l'heure, je disais que l'extreme programming, finalement, c'était déjà du Lean appliqué au software. Il se trouve que le Lean est réapparu explicitement ces dernières années, donc c'est ce qu'on appelle le Lean Software Development, qui, comme le Lean, donc, repose sur un principe de base très fort, qui est le just-in-time, que vous connaissez peut-être, les fameuses années 80, le TPS, Toyota Production System, etc. Concrètement, pour nous, ça veut dire, par exemple, qu'on va limiter les stocks. Tout à l'heure, on a parlé de user story, donc dans le backlog, l'idée, c'est de ne pas avoir 300 stories qui attendent comme ça. Hein. Voilà. Donc, et le fameux stop the line. Je vais aller un petit peu vite sur les principes, on pourra y revenir lors de la table ronde tout à l'heure si vous souhaitez. Donc, Lean Software veut dire qu'on va travailler également sur la valeur. On va s'efforcer d'éliminer les gaspillages. Donc, pour ceux qui ont fait du Lean, ça doit vouloir dire des choses. Des gaspillages, il y en a beaucoup, par exemple de la documentation inutile. Améliorer globalement le système, donc on va le retrouver un petit peu au niveau de la théorie des contraintes et du Kanban. Qualité intrinsèque, tout à l'heure Mickaël va en fait, je pense, nous parler de qualité intrinsèque. Le TDD, c'est la qualité intrinsèque, c'est-à-dire s'efforcer de faire bien du premier coup. Gérer les décisions, livrer rapidement, on en a parlé puisque ce sont les fameuses livraisons rapides du feedback de tout à l'heure, respect des personnes, créer, faire vivre la connaissance. Voilà pour le Lean rapidement. Voilà, et rapidement aussi, hein, sur le petit dernier, on va dire, dans les méthodes qui prennent beaucoup d'ampleur, c'est la méthode Kanban ou Kanban, pour faire plaisir à Fabrice, à la japonaise. Kanban, quoi. Kanban, ouais, à la française, quoi. Kanban, quel accent. Kanban. Kanban va être nettement moins normatif, il n'y a pas tous ces processus. Elle va être beaucoup plus dans le « je regarde comment ça se passe et j'essaye de fluidifier le processus ». Visualiser le workflow. Et une fois qu'on a étudié à savoir comment est-ce que notre produit passe de l'étape « j'ai une idée » à le « c'est mis en prod », on va établir ce flux et puis on va essayer de l'épurer, de l'affiner, de le fluidifier. Et pour le fluidifier, on va étudier ce qu'on appelle donc les limites de WIP, donc le travail en cours. Hein. C'est les stocks dont parlait Thierry à l'instant, et faire en sorte d'ajuster les limites pour que tout le monde puisse travailler, qu'on ait un flow continu et le plus fluide possible. Si vous avez des questions, il y a Fabrice là, c'est un grand spécialiste. Et on arrive à la fin. Alors, il y a quand même une petite différence entre toutes ces méthodes, puisque vous voyez que le message qu'on voulait vous faire passer, c'est qu'il n'y a pas qu'une façon de faire de l'agilité, on peut adopter plusieurs méthodes finalement, qui sont autant de conduites de changement en réalité. Et la différence entre toutes ces méthodes, c'est en particulier la marche à franchir. On pourrait dire que XP ou Scrum, on introduit de nouveaux rôles, de nouveaux cycles de vie. Donc la marche, c'est un petit peu comme pour monter sur cette estrade. Vous voyez, la marche, elle est assez haute. Alors que Lean et Kanban, on y va plutôt progressivement depuis l'existant. Donc là, ce serait plutôt prendre des escaliers. Bon, dans tous les cas, on arrive quand même sur l'estrade, si vous voulez, mais c'est vraiment une différence d'approche. Hein. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'on constate qu'aujourd'hui, que même Scrum, qui finalement met en place des choses relativement simples, hein, des itérations courtes, donc les fameux sprints, le product owner, même cette chose-là peut paraître une marche trop haute pour certaines organisations. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à à devenir agile au travers de Lean, au travers de Kanban, comme on vient de le dire. Tu voulais rajouter un dernier mot? Oui, je vais rajouter un dernier mot, c'est que si vous regardez, il y a quand même un point commun donc, à toutes les méthodes qu'on a dit, c'est les valeurs, hein, les valeurs du manifeste, et puis toutes partagent vraiment des valeurs fondamentales, et c'est ça l'agilité. C'est adhérer, c'est plus que suivre une méthode
à la lettre, c'est avant tout adhérer à ces valeurs, c'est qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez réagir quand la méthode ne marchera pas, parce que ça arrivera. Il y a un moment, ça va coincer, que ce soit dans votre projet, dans votre organisation, il y a un moment, ça va coincer. Si vous pourrez vous dire agile le jour où, quand vous aurez un problème, votre premier refuge, ça sera d'aller communiquer plus avec vos clients, avec vos équipes, de produire plus rapidement quelque chose qui marche, d'éviter, d'éliminer au maximum le process, les 4 valeurs agiles. Ok. Merci Antoine. Merci Thierry. Merci. Merci beaucoup. On a du temps pour des questions, Mélissa? Pardon? On peut prendre de 5-10 minutes de questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Antoine se fera un plaisir de répondre. Oui? Faut attendre un peu que ça se mette en marche. Je crois que c'est bon. Oui, donc alors moi j'ai une question. Donc vous nous présentez Scrum et Extreme Programming et voire d'autres méthodes. Oui. Mais souvent, moi j'ai l'impression qu'on couple un peu ces méthodes ensemble pour qu'elles fonctionnent ensemble. Donc comment est-ce qu'on peut les coupler par exemple Bien sûr, aujourd'hui, si vous voulez, en fait, je pense qu'il faut distinguer deux choses. On pourrait dire qu'on a une boîte à outils, un framework, on va dire, une boîte à outils de valeurs, de pratiques agiles. Concrètement, aujourd'hui, dans cette boîte à outils, on a quand même, grosso modo, une 50aine de pratiques, on va dire, essentielles. Les user stories, le TDD, les cycles courts, etc. Tout compris, aujourd'hui, on doit avoir de l'ordre de 300 pratiques hein, agile. Bon, donc ça forme une boîte à outils. À côté de cette boîte à outils, je crois quand même que c'est important de se doter de quel est le chemin vers l'agilité, si vous voulez. Je crois que c'est important de se doter d'un chemin, c'est-à-dire d'un cadre général d'amélioration, on pourrait le dire comme ça. Et donc, une méthode va nous offrir un cadre général d'amélioration. Par exemple, pour Scrum, c'est typiquement la rétrospective à la fin de chaque sprint, tel que l'évoquait Antoine. Pour Lean, j'en ai pas parlé là, mais enfin, c'est le fameux PDCA, les boucles Plan Do Check Act, donc la fameuse roue de Deming. Bon, donc ça veut dire que, en fait, on a un cadre général et après, on est bien d'accord que dans ce cadre général, on va aller chercher les pratiques qui nous intéressent, bien sûr. Hein, donc, je pense qu'il y a les deux niveaux quand même. D'autres questions? En entreprise, c'est aussi difficile comment c'est possible de le mettre en place si on n'a pas des individus qui sont préparés à cette méthode? Comment des individus vont s'adapter s'ils sont trop habitués à recevoir des ordres précis? Est-ce que c'est pas très difficile de le mettre en place? Ça, c'est la question à 100 balles. Alors, je vais faire une réponse. Tout changement est difficile. C'est vrai pour tout, quand vous avez des habitudes, changer les habitudes, c'est difficile. Ça s'accompagne. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui doit juste. Voilà, allez, demain on fait du Scrum. Ou demain on devient agile. Ça ne marche pas comme ça. C'est un processus qui est plus ou moins long, plus ou moins brutal. Ça dépend des choix. On a vu, hein, il y a plusieurs méthodes. Des fois, dire faire du Scrum, ce n'est pas forcément la bonne méthode, selon les gens, selon les concepts, selon les organisations dans lesquelles on se place. Ça dépend de plein de choses. Ça s'accompagne, en tout cas. Évidemment, quand la rupture franche, souvent, est douloureuse. Tu voulais rajouter quelque chose Juste parce que moi j'ai vécu l'expérience, puisqu'on n'avait pas la méthode agile il y a 1 an et demi. Et ça s'est assez bien passé chez nous parce que ça faisait 1 an qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. L'équipe projet s'enferrait dans les spécifications et on n'avançait pas sur le projet. Et l'équipe était désespérée, entre guillemets, et moi aussi. Et on a effectivement Pierre Roth, que vous avez vu tout à l'heure, qu'on a embauché.
et qui nous a parlé de cette méthode. Et on s'est renseigné, on a vu que ça pouvait peut-être nous sortir de l'ornière, et on a suivi une formation, toute l'équipe a été en formation, moi aussi d'ailleurs, et on a tenté le coup, et ça a tout de suite marché parce que les gens ont tout de suite vu du résultat. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'il y a des sprints rapides, là, et au bout de 3 semaines, les équipes, elles sortaient des choses, elles concevaient. Et donc, ils se sont intéressés d'autant plus à la méthode, et maintenant c'est parti, et il faudrait pas les faire changer, quoi. Voilà, après, oui, mais voilà, c'est exactement ça. Après, je pense qu'il faut vraiment, en 2 mots, compter sur un effet viral qu'on accompagne, on pourrait le dire comme ça. Mais après, normalement, il doit y avoir un effet un petit peu tache d'huile, quoi. C'est-à-dire, ça marche bien, donc on a quand même envie. Alors, cela dit, je ne sais pas comment vous avez fait, mais il faut faire quand même attention, tout ça, ça s'accompagne. C'est-à-dire que tout à l'heure, Antoine parlait d'accompagnement. Il vaut quand même mieux prévoir un plan d'accompagnement, un plan de changement, en particulier un plan de com. Par exemple, expliquer concrètement qu'on ne va pas virer les chefs de projet. Parce que moi, c'est ce que je vois, puisque mon métier, c'est chaque jour d'accompagner des organisations. Donc, dès que vous arrivez avec Scrum, c'est pour ça que tout à l'heure, je titillais un petit peu Antoine là-dessus, le Scrum Master, ce n'est pas vraiment un chef de projet. Donc, vous avez tout de suite cette peur qui apparaît dans la communauté des chefs de projet, qui est qu'est-ce qu'on devient. Donc, il faut vraiment communiquer là-dessus pour dire qu'on va mettre en place des groupes de travail. Voilà, cette chose-là va s'accompagner. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Entre d'une part, je mets en place l'agilité dans une équipe, ça se passe bien, puis ensuite je déploie au niveau de l'organisation, c'est une autre paire de manches. Et puis on aura l'occasion d'en parler davantage avec la présentation de fin de journée d'Alexandre Boutin et Anne Paulès. Ok. Une autre question ou c'est bon? Non, je pense qu'on va passer à la suite.